Merci beaucoup. Oui. Oui. Donc, on va commencer par ces 4 intervenants. Et M. Idrissa, vous avez la parole. D'abord, je dois aussi me présenter. Je me nomme Idrissa Souley Abdelkarim. Je suis doctorant à l'Université de Niamey et en même temps ici au niveau du labo SUG du Centre régional Agrimet. Et mon intervention va axer sur principalement 2 points. Et ces 2 points, c'est des points qui ont suscité un peu d'observation, sinon un peu de critique par rapport à la méthode utilisée par Dr Hassoumi. Donc, d'abord, je remercie effectivement le conférencier, surtout sur l'aspect méthodologique et l'aspect aussi animation de cette conférence. Et je pars directement au niveau des observations. Et la première, c'est surtout au niveau du protocole expérimental. Effectivement, dans le protocole expérimental, il avait évoqué l'utilisation de l'eau. Et l'eau, on sait qu'il y a plusieurs types d'eau. Un exemple, si je prends l'eau de la rivière ou bien l'eau de la pompe, on sait que les caractéristiques chimiques de ces 2 eaux sont différentes. Donc, dans le protocole, il parlait de l'utilisation de n'importe quel type d'eau. Et là, l'observation, c'est quoi? C'est si on essaye d'aller plus en profondeur en faisant un test de séparation des différents types d'eau. Parce que quand on regarde le paysan, généralement, c'est quel type d'eau qui est à sa portée. Par exemple, c'est l'eau des mares ou bien l'eau du fleuve, etc. Donc, c'est un peu de pousser cette réflexion pour voir comment faire aussi des tests de caractérisation avec différents types d'eau. Si par exemple le paysan utilise l'eau de la pompe, quels sont par exemple le degré de solubilisation de ce phosphore-là? S'il utilise par exemple l'eau du fleuve ou bien l'eau de la mare, quel est aussi le degré ou bien le taux de solubilisation de ce phosphore naturel? La deuxième observation, c'est au niveau de l'isolation des micro-organismes. Dans l'isolation de ces micro-organismes, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est effectivement la méthode simple utilisée par Dr Hassoumi. Mais dans cette méthode simple aussi, j'ai voulu à ce qu'on regarde un peu ce qu'on appelle le gradient de température. Parce qu'on sait par exemple, juste lui donner un exemple, le sol à différentes périodes n'a pas le même degré de température. Un exemple, pendant la saison de pluie, il y a des degrés de température élevés. Après une pluie, il y a un degré de température qui est plus basse. Là aussi, c'est comme la première observation, essayez de voir, par exemple, la bactérie qui a été isolée, comment est-ce qu'elle se comporte par rapport au degré de température du sol. Et là, ça va donner un peu plus d'éléments intéressants, parce que généralement, quand on prend nos paysans, c'est pendant cette période de pluie qu'ils sont plus actifs. Et dans cette période de pluie, on sait qu'il y a des moments de sécheresse, il y a des moments d'humidité. Donc c'est par rapport à ces 2 points que je voulais intervenir. Merci. Pour lui, de pouvoir globaliser s'il y a quelque chose qui se retrouve. Madame Abidou. C'est reconnu que les sols, surtout en Afrique subsaharienne, sont très carencés en phosphore. Les engrais conventionnels coûtent très cher, ne sont pas à la disposition des paysans, alors que les gisements phosphatés sont là, on ne peut pas les utiliser.
Et le phosphore compost a été un grand débat pendant longtemps par rapport à la solubilisation du PNT par le compostage de la matière organique. Là, la preuve a été faite, c'est concret, vraiment, je le félicite pour ce travail. Et c'est une grande opportunité que les pays peuvent utiliser. La matière première, les matières premières sont là à bon coût et ça va aider donc à renforcer la durabilité donc la production agricole. Tout ce que je voudrais, la question que je voudrais demander et poser, c'est par rapport aux proportions, la matière organique et la quantité de PNT utilisée. Parce que cette solubilisation dépend de la qualité et de la quantité de la matière organique utilisée. Je vous remercie. C'est sur cette méthode qu'ils ont étudiée. Moi, j'aimerais juste poser la question, est-ce qu'ils ont fait des recherches sur l'impact environnemental de cette méthode? Parce qu'avec une très grande échelle, si l'utilisation est faite à une très grande échelle par les agriculteurs, est-ce qu'il y aura un impact sur l'environnement? L'environnement, je sous-entends par exemple, pour moi en tant qu'entomologiste, est-ce qu'il y a certaines espèces d'insectes utiles ou nuisibles qui seront, s'il y a des insectes nuisibles qui seront favorables à ces nouveaux milieux, type de sol, ou il sera défavorable aussi à des insectes utiles? Donc, je vous remercie. Merci. J'ai deux petites questions. La première question, c'est par rapport au sol africain. Dans son intervention, il a révélé que les sols africains sont pauvres en phosphore. J'aimerais savoir pourquoi cette pauvreté en phosphore. Maintenant, la deuxième question, j'aimerais savoir, par exemple, pour le cas de la culture du riz. Donc, c'était la méthode traditionnelle. Donc, inondation par inondation, j'aimerais savoir est-ce que la substance obtenue, est-ce que ça peut être utilisé pour la production de riz? Bon, avant de lui donner la parole, je vais poser également l'influence de la température. Et vous avez testé jusqu'à 50. Et nous, au cours des compostages, nous sommes arrivés jusqu'à 85 degrés. Est-ce que si la température augmente, le degré de solubilisation va augmenter? Ok, merci. Vous avez la parole. Importante. Et ça prouve réellement l'intérêt de ce thème, de ce sujet que vous portez. Je vais essayer d'apporter des éléments de réponse. Elles ne sont pas exhaustives. Elles vont rester toujours ouvertes parce qu'il s'agit de recherche scientifique. Donc, il y a beaucoup d'aspects à développer, il y a beaucoup de points à éclaircir avec les études, avec donc d'où j'ouvre déjà le champ de collaboration avec les différents chercheurs locaux ou bien étrangers pour améliorer, parce qu'il n'y a pas de procédé parfait. À un moment, les procédés chimiques se sont avérés beaucoup plus rentables, parfaits et autres. Aujourd'hui, ils sont remis en cause. Donc, j'ai noté les différentes questions, notamment celle de notre cher doctorant, qui demande l'utilisation de l'eau. Alors, pourquoi il n'y a pas eu de caractérisation au départ du point de vue par rapport à l'eau qu'on a utilisée pour le phosphate, pour le procédé? Ce que, je le redis encore, c'est qu'on s'était lancé sur la vision
tel que l'agriculteur, il n'a pas à savoir quel type d'eau qui contient telle ou telle bactérie ou tel composé pour lancer son procédé. Ça, c'était l'élément clé du procédé que nous avons mis au point. Mais effectivement, l'eau du robinet n'est pas pareille à l'eau de rivière, ou bien l'eau du fleuve, ou le lac qui est stagnant. Pour répondre à la question, ou bien pour éliminer ce doute-là, c'est que dans l'eau, nous, ce qui nous intéresse, c'est déjà la partie liquide, c'est-à-dire le procédé, enfin le réacteur, il doit être totalement liquide. D'accord? Et puis les micro-organismes que l'eau amène dans le procédé pour la fermentation. Alors, si l'eau, elle est polluée, contient des éléments toxiques tels que les métaux lourds, effectivement, il n'y aura pas de procédé, puisque les bactéries ne vont pas survivre. Si elle est saine, là, c'est le procédé qui va nous le prouver. En fermentation, il n'y a pas plus compliqué qu'un milieu de fermentation. Et la preuve aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde qui font des recherches en matière de fermentation. Parce que c'est complexe. Jusque-là, beaucoup de scientifiques se tirent sur les différentes interactions qui existent dans un milieu aussi complexe qu'un milieu de fermentation. Donc, nous, on s'est dit que en mettant n'importe quel type d'eau, c'est qu'on regarde seulement la fonction de solubilisation. Alors, effectivement, on peut essayer de refaire le procédé en utilisant l'eau de robinet, l'eau de rivière, l'eau de lac ou bien de l'eau usée, par exemple, qui peut être une très bonne comment on appelle ça, piste pour aussi le traitement, parce que l'eau usée se fermente. Après, c'est la partie effectivement pollution, partie caractérisation qui va orienter le choix global. Mais nous, on s'était dit que l'agriculteur qui utilise l'eau de pluie, effectivement, quand on a fait le travail là, c'était un peu au Maroc qui utilisait beaucoup en agriculture les eaux de pluie. Donc, les eaux de pluie étaient beaucoup plus assimilées ou similaires du point de vue composition à l'eau de robinet, à quelques éléments minéraux près. Donc, on n'avait pas effectivement étendu la réflexion sur le choix de l'eau concernant les eaux de rivière ou bien les eaux de lac. D'accord? Mais, ceci étant, la fonction, toujours je reviens là-dessus, c'est que la fonction de fermentation va nous orienter sur l'utilisation ou pas de l'eau. Parce que l'eau, généralement, elle contient des micro-organismes qui vivent dedans, ce sont des micro-organismes soit fermentaires, anaérobies, ou bien aérobies lorsque l'eau elle est aérée. D'accord? Si les aérobies contribuent à la dégradation, c'est que c'est une bonne chose. Si ils stoppent, ils s'arrêtent, c'est que, bon, voilà, il n'y a pas... de toute façon, elle n'a pas pour objet d'apporter l'élément qui va solubiliser, le substrat va les rapporter. Il y aura une compensation. D'accord? Et la deuxième question, c'est l'isolement. C'est ça? Oui. Par rapport à la température, c'est-à-dire le degré d'isolement, c'est ça? C'est l'isolement des micro-organismes. Des micro-organismes, non? Oui. Par rapport au gradient de température. Le gradient de température, voilà. Par rapport à la température, c'est que nous, effectivement, la fermentation se fait soit avec les bactéries mésophiles ou thermophiles, d'accord? Et que notre bactérie, c'était une bactérie sélectionnée dans le gazon. Le gazon, c'est le substrat qui subit toutes les variations de température de la journée. Que ce soit moins 2 degrés, 30 degrés, 50 degrés. Et
Et c'est ça qu'on a pris pour référence. C'est-à-dire que cette bactérie qui va pouvoir solubiliser va devoir supporter les différentes variations de température. Sauf effectivement, lorsqu'il s'agit de températures très basses, c'est qu'elle sporule. Là, il y a arrêt d'activité. Il ne peut pas y avoir de fermentation. Mais par contre, lorsque la température augmente, l'efficacité de la solubilisation aussi augmente. D'accord? Donc c'est dans ce sens qu'on a développé. Alors, la troisième intervention. Deuxième. C'était la deuxième. La proportion de matière organique. La proportion par rapport. Alors, effectivement, puisqu'il s'agit d'un procédé, comme le compostage, il faut faire un équilibre entre apport carboné et apport en azote. C'est pareil pour la fermentation. Parce que là, on a utilisé là un digesteur de 5 litres, d'accord, avec de la matière organique qui était autour de 100 grammes, d'accord, et puis on a ramené le tiers en phosphate naturel. Bon, si je reste vraiment vague parce que en ce moment le procédé il est en cours de, comment on appelle ça, d'optimisation. Non, on est en train de le breveter. Donc je resterai assez vague, mais quand même c'est qu'on peut aller du tiers jusqu'à la moitié de la quantité apportée en matière organique, en substrat de départ. Et la quantité d'eau peut aller de 5 litres, on a utilisé jusqu'à un mini-réacteur de 200 litres. D'accord? Alors, ensuite, on a l'impact sur l'environnement, c'est ça? Alors, l'impact du procédé sur la... bon, alors ce que je ne sais pas, c'est du procédé ou bien de la bactérie. L'application. L'application en tant qu'engrais, puisque vous vous rappelez, on a des produits comme l'engrais liquide, on a l'engrais solide qui est le digestat, et on a la bactérie qu'on peut incorporer dans le sol, qui peut aider à la croissance et au développement de la plante. Alors, l'étude d'impact, effectivement, on n'en a pas fait, parce que jusque-là, on en a fait sur des applications beaucoup plus restreintes, des pépinières, des essais. Je ne vais pas présenter les essais agronomiques du procédé ici. Donc, effectivement, on n'a qu'à comparer l'impact de l'apport ou l'application de ces engrais bio au compost. Est-ce que le compost présente des impacts négatifs du point de vue faune et flore sur le sol? Parce qu'ils sont totalement comparables. Tout ce que je sais, c'est que ça va accroître la teneur en matière organique, d'accord? Et puis, dans quelques essais qu'on a fait en petites parcelles, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a un développement important après 7 mois d'application, le développement des vers de terre qui prouve que le sol il est beaucoup plus enrichi en faune locale. D'accord? Donc, pour ce qui est d'application à grande échelle, non, on n'a pas fait d'étude d'impact. Alors, la question par rapport au sol africain pauvre en phosphore, et pourquoi? Je ne sais pas, j'ai envie de vous renvoyer la question. Et à votre avis, pourquoi nos sols sont pauvres en phosphore? Parce que, vous savez, l'élément phosphore, c'est un élément qui est
n'est pas mobile. On parle de, quand on applique un rayon de moins de 2,5 mm, ne dépasse pas. Alors que certains éléments, ils sont facilement lessivables. Et deux, c'est-à-dire que le phosphore, une fois à l'intérieur du sol, automatiquement, il cherche quelque chose sur lequel il s'accroche. Et lorsqu'il s'accroche, la plupart du temps, il devient difficilement restituable, remarquable. Et d'un autre côté, nos sols sont pauvres en matière organique. Je représente un réservoir de nutriments. Prenez, je ne sais pas si vous avez déjà lu, il y a eu des études des sols, c'est que la pauvreté en matière organique de nos sols est inquiétante. Donc, sol pauvre en matière organique, phosphore, les engrais phosphatés qu'on incorpore directement, qui sont solubles, qu'on incorpore dans le sol, automatiquement, s'ils ne sont pas utilisés, ils sont automatiquement piégés. Ce qui fait que, voilà, il y a une vraie carence en phosphore au niveau des sols. D'accord. Application sur le riz. Ah oui, voilà. Là, c'est une très bonne remarque, c'est que surtout moi je parle de la bactérie, c'est que une bactérie qui peut être utilisée au niveau des rizières. Parce que, effectivement, vous avez fait la remarque qu'il y a des conditions d'anaérobie au niveau de ces plantes et les conditions de température sont plus ou moins extrêmes, ce qu'il n'y a pas comme milieu idéal que les rizières. Oui, effectivement, il y a des perspectives prometteuses d'application dans le vue agronomique. D'accord. Alors, la question du professeur, c'est-à-dire vous voulez savoir par rapport à l'influence de la température sur la solubilisation du phosphate. Effectivement, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites par rapport à la température optimale de solubilisation du phosphate. Et effectivement, plus la température elle est élevée, plus la solubilisation elle est favorisée. Parce que le basse température, c'est que l'activité même des micro-organismes sont ralenties et comment on appelle ça? Un exemple très simple, c'est qu'au niveau du compostage, lorsque vous avez mis en tas mis en compostage votre tas de matière organique, c'est qu'au bout de 4-5 jours, la température, elle augmente. Et là, celui qui s'y connaît en compostage, en observant cette augmentation de température, il est soulagé. Parce que ça veut dire qu'il y a de l'activité. Il y a de l'activité des micro-organismes. Effectivement, cette température elle peut aller jusqu'à 80 degrés. Moi, je l'ai vu des composts, vous mettez la main, vous la sortez tout rouge. Et puis, ça fume aussi. Donc, ça prouve qu'il y a activité. Ça veut dire que plus d'activité veut dire plus de dégradation de la matière organique. Plus de dégradation veut dire plus de libération d'acides organiques. Et c'est ces acides organiques qui participent à la solubilisation du phosphate naturel. Je ne sais pas si j'ai un peu... Le débat il est très très large. Je pense que c'est acceptable et en tenant compte peut-être de certaines conditions, c'est-à-dire du type de micro-organisme qui est mis en cause. Parce que quand on fait le compostage, au début, avant que les températures atteignent un certain niveau, il y a beaucoup d'organismes qui se développent. Mais au fur et à mesure que la température augmente, il y a certains qui meurent parce qu'ils ne supportent plus la température. Et à la maturation, il y a un niveau de micro-organismes très faible, surtout ce sont des bactéries on trouve là-bas. Donc c'est dans cette condition-là que j'avais posé, si uniquement on utilise Bacillus subtilis, est-ce que à 50 degrés, se trouvait que il est actif. Mais est-ce que si ça va au-delà de cette température, et les rendements vont encore être meilleurs. Donc
si vous avez fait vraiment des expériences spécifiques par rapport à ces températures qui dépassent les 50 degrés. On n'a pas testé Bacillus puisqu'on a limité la température à 50 degrés. Et effectivement, pendant ce processus de compostage, il y a une succession de populations microbiennes. Notamment, on dit toujours que l'hygiénisation arrive lorsque la température augmente. Une fois ça passe au-delà le cap des 70 degrés, tous les pathogènes arrivent à être inhibés ou bien disparaissent. Voilà. Mais en ce qui nous concerne, Bacillus, on l'a testé effectivement dans des conditions thermophiles limitées à 50 degrés. 50-55 degrés, c'est le maximum qu'on a testé. Après, est-ce que l'efficacité va augmenter avec la température? Effectivement, c'est à ça. Ok, merci. Il y a d'autres questions? Bon, c'est que l'étude là est très importante. Elle a ouvert des axes de recherche qui sont très énormes. Nous avons du travail actuellement et on a de la matière. Par exemple, en fonction des conditions locales, essayer d'optimiser, et de substrat bien sûr, essayer d'optimiser le protocole pour qu'on puisse avoir une bonne solubilisation du phosphore dans le compost. Également, à côté de cette bactérie, Bacillus subtilis, est-ce qu'il y a d'autres micro-organismes capables de faire mieux ou bien de faire autant? Ça aussi, c'est une piste. Et une troisième piste qui est très importante, en fonction des produits obtenus et des cultures et des substrats, quel est donc le produit qui s'y est mieux. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'intérêt vraiment sur cette étude et des opportunités à exploiter nous en tant que chercheurs. Je vous remercie. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, donc, nous passons donc au terme de cette conférence. Je voudrais donc, au nom du directeur général, vous remercier tous pour avoir accepté cette invitation et aussi pour votre disponibilité. Mais je vous demande encore d'applaudir encore le conférencier pour sa brillante présentation. Les applaudissements au professeur Yaï pour avoir bien aussi modéré cet atelier. Donc, c'est ça, on se donne rendez-vous, Inch'Allah, dans 2 semaines, dans ce même amphi. Il y aura une conférence qui sera animée par le professeur Gado, qui est, je pense, conseiller à la présidence de la République. Sur ce, encore une fois, merci beaucoup. Ok, merci. Encore une fois, merci tout le monde. Aga, merci beaucoup.